Vous savez quoi? Bonjour. Le paradoxe est partout, pour ainsi dire. Une Greta quelconque qui voyage à travers le monde pour exiger qu'on arrêta de gaspiller l'énergie, c'est un paradoxe. Prendre un Coca zéro avec 2 hamburgers et grand paquet de frites, c'est un paradoxe. Prôner l'inclusion et la tolérance au point d'être clivant et intolérant envers ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est un paradoxe. Le paradoxe est donc bien partout, c'est donc une règle générale, c'est donc un paradoxe de plus. Le paradoxe embrouille la logique pour ceux qui en ont encore un tantinet et défie la compréhension, sauf celle de Nathan du chat sceptique qui jongle avec ça comme moi avec les idées. Parfaitement je jongle avec les idées. J'en ai encore une il n'y a pas si longtemps. Le paradoxe ajoute cette touche de cas d'école à la normalité, de cas désordre à la propreté, de cas chaos sur la cerise sur le gâteau de ma perception de la réalité. Le paradoxe, c'est cette situation où l'on se retrouve face à une contradiction insoluble ou presque, et où notre besoin qu'on ne nous casse à point la tête parce que notre patron nous a emmerdé toute la journée avec sa nouvelle idée pour nous redonner le sourire alors qu'on ne l'aurait jamais perdu sans lui, se prend les pieds dans le tapis. Le paradoxe, c'est aussi de gagner de l'argent rien qu'en se déplaçant. Oui? Dis, je m'ennuie, dis. Tu as rangé le matériel du précédent tournage? Ouais, Tu as préparé le chien pour la prochaine sponsor? ouais. Tu as tondu la pelouse? Je sais même pas qui c'est. Bon ben va faire un tour, j'ai affaire moi. Un tour? Où ça? Mais je sais pas, dehors? Dehors? Mais pourquoi pas aller me promener tant que t'y es? Ok, toi tu ne connais pas Mouvance. Mou quoi? Mouvance. Oui, ça me dit quelque chose. Eh bien Mouvance c'est une application sur ton téléphone, gratuite évidemment, qui te fait gagner des moves, donc de l'argent, en te déplaçant. Allez. Et là, je gagne des moves? Si on veut, oui, mais disons que l'application calcule automatiquement le bilan carbone de tous tes déplacements. À pied? Oui, mais pas seulement. En vélo? Oui, En bagnole? oui, En bus? oui, En avion? Non, quand même. Si? si. C'est dingue. Eh ben, j'ai pas encore de sous, là. C'est normal, tu n'as pas encore installé l'application. Ah oui, bah oui. Voilà, tu l'installes en suivant le lien en description, et puis elle va te rapporter de l'argent. Ah, et plus ton déplacement sera éco-responsable, et plus tu en gagneras de l'argent. Ah ouais, à pied, c'est mieux qu'en bagnole, c'est ça? Oui, mais pas nécessairement. Mouvance sait que tous les déplacements ne peuvent pas se faire à pied ou à vélo. C'est mieux évidemment, mais la voiture c'est très bien aussi si tu la partages. Tu fais scanner le QR code par les passagers, et hop. Dingue. Et attends, si tu fais ça, au bout de 10 voyages, tu gagnes 100 €, mec. 100 €? Mais attends, ça fait 45 cloches chez la friture Marie, ça. Avec la sauce. Nenni, hein, 100, hein. La sauce, c'est 60 centimes, sauf la moutarde qui est à 40. Bon, qu'est-ce que tu attends? Rien, j'installe et je vais bouger dehors, là. C'est ça, allez. Et j'ai déjà gagné 12 €, ti. Ah non, ça, c'est ce qui me reste de batterie. Le paradoxe, nous dit la littérature parfois mathématique, ce qui peut ressembler également à un paradoxe. C'est une proposition ou une situation qui, bien que construite sur un raisonnement apparemment valide, conduit à une conclusion contradictoire ou absurde. Le paradoxe est contre-intuitif, déconcertant et souvent insolite. Et je ne vous le cache pas plus loin, j'adore ça. Et je déambule, et je braille. Une vraie pétaudière, cet immeuble. Le plus connu des paradoxes est bien entendu celui de l'œuf et de la poule. Qui est venu en premier nous demande depuis toujours, comme si on en savait quelque chose, des générations de grands-parents sourire en coin. On pourrait en débattre pendant des siècles qu'on n'aboutirait jamais à une conclusion qui contente tout le monde. D'autant que pendant ce temps-là, la poule continue à pondre de l'œuf et l'œuf continue à donner de la poule. Mais ce paradoxe très connu donc est aussi une métaphore, car oui, on utilise beaucoup la poule et l'œuf pour se demander qui, de la cause apparente d'un fait ou de la conséquence du même fait, en est vraiment la cause de ce fait. Par exemple, l'extrême gauche nous dit que l'extrême droite, eh bien c'est elle qui a commencé, tandis que l'extrême droite nous assure que c'est même pas vrai, et que la preuve c'est que voilà. Allez savoir, les arguments se valent. Le paradoxe pour qui aime comme moi s'asseoir à une terrasse et regarder les gens passer et vivre est une curiosité intellectuelle de premier choix. Il est dans ce conducteur qui râle sur quelqu'un qui lui aurait coupé la priorité et qui s'en va se garer sur le trottoir 3 mètres plus loin à se faire engueuler par un vieux piéton qui traverse lui-même en dehors des clous. Il est dans ces 5 jeunes en rang d'oignons, le nez dans leur téléphone, qui Instagramment leur vie fabuleuse d'êtres humains tactiles et amicaux. La preuve, tu vois, on rigole dans les selfies.
Il est enfin dans cet être qu'il ne me voit pas et que je ne vois pas plus, qui semble adorable à toutes ses entournures quand il a un peu confiance en lui, mais qui est pourtant seul à en crever devant ma tasse de café. Il est évidemment du paradoxe bien plus célèbre que celui de ma vie quotidienne. Vous connaissez celui du condamné à mort? Il est très sympa celui-là. Un pauvre gars est condamné à mort, sans doute parce qu'il était homosexuel en Iran et que ça ne se fait pas. Le juge, qui n'est pas un menteur, mais qui aurait indubitablement été un tueur en série s'il n'avait pas eu la chance de faire des études, lui annonce que le bourreau ne travaille pas le week-end et qu'il sera pendu la semaine prochaine, mais que le condamné sera totalement surpris du jour où on viendra le chercher pour être exécuté. Le pauvre bougre tourne alors, dépité, dans sa cellule, attendant qu'on vienne le chercher pour l'issue fatale. Heureusement, avec tout le temps libre que lui offre sa détention, il se lance dans une réflexion intense. Il se dit « On ne peut pas venir me chercher vendredi puisque c'est le dernier jour possible. S'ils viennent ce jour-là ayant laissé passer tous les autres jours, je ne serai pas surpris. » Logique. Il ne reste donc plus que lundi, mardi, mercredi et jeudi. Oui, mais se dit-il, jeudi est donc le dernier jour possible, donc ce ne sera pas jeudi non plus. Le mec retrouve le sourire, il applique le même raisonnement au jour qui reste. On ne peut pas venir me chercher le mercredi, puisque ce sera le dernier jour possible. Il ne reste donc plus que le mardi qui devient le dernier jour possible, et le lundi qui reste alors tout seul, comme un con, et qui ne pourra donc pas être surprenant. Et ainsi, il se rend compte qu'il ne peut être exécuté aucun jour de la semaine prochaine. C'est génial. Youpi, se dit-il, car en plus d'être homosexuel, il saute de joie. Et on est venu le chercher le mercredi, il en a été totalement surpris. Dingue, non? Et bien entendu, on en tire les conclusions qu'on veut, mais celle qui consiste à dire qu'on est toujours piégé par nos autoréférences me semble la meilleure. Comme pour les prévisions météorologiques qui, plus elles sont précises, plus elles sont surprenantes lorsqu'elles sont contredites par la réalité. Et le paradoxe du mensonge. Vous connaissez le paradoxe du mensonge? Celui-là est également over méga groove, et je dis comme je veux, hein, je suis un boomer, je vais quand même être moqué. Bref, Épidémique le Montois, Épiménide le Crétois, ce grand penseur qui aurait sans doute fait un malheur en faisant des shorts sur YouTube avec des phrases bien senties, déclara un jour « Tous les Crétois sont des menteurs ». C'était une époque bénie où on n'était ni doxé ni même montré du majeur quand on disait quelque chose que le commun des mortels ne bitait guère. Au contraire, on avait un respect naturel pour les intellectuels et c'était donc mieux avant, je dis ce que je veux. Problème, Épiménide étant lui-même crétois, il mentait donc. Mais s'il mentait, les Crétois n'étaient donc nullement menteurs, mais donc Épiménide ne mentait pas non plus, et donc les Crétois étaient peut-être bien tous des menteurs, comme il le disait, mais alors lui aussi, et ainsi de suite jusqu'à nos jours, et j'espère que Monk ne nous regarde pas. Personnellement, dans le souci d'être un tantinet concis, j'aurais plutôt tendance à dire « Moi, je mens toujours ». Ce qui a le même effet quand on y pense, et même quand on n'y pense pas. Les Grecs, faut toujours qu'ils la ramènent avec des grandes phrases, alors qu'il vaut mieux une petite efficace qu'une grande prétentieuse. Mais, puisque vous insistez maintenant, on va quitter le paradoxe célèbre, qui se la pète de toute façon un peu partout sur le net, pour entrer dans l'univers du paradoxe mathématique, qui se la pète tout autant, mais que personne ne lit parce que ça casse la tête. Ici, la complexité monte d'un cran. C'est toujours du paradoxe, mais ça fait appel à des lois auxquelles, je vous rassure, je n'entends rien non plus. Au premier abord, on pourrait croire qu'il s'agit de concepts qui pourraient nous faire perdre foi en la stabilité de l'univers. Mais après, ça va. On se dit que de toute façon, le postulat de départ était déjà impossible. Alors on est mieux, on reprend du poil de la bête et une bière et on oublie tout ça. C'est juste un mauvais moment à passer. C'est par exemple le cas de l'hôtel de Hilbert, un établissement impossible créé de toutes pièces par David Hilbert, un mathématicien allemand qui mettait de drôles de chapeaux. Il n'existe pas vraiment l'hôtel, hein, c'est juste pour faire chier les étudiants qui n'ont rien demandé. Je vous explique. Cet hôtel possède un nombre infini de chambres et elles sont toutes occupées. Vous voyez que c'est impossible. Ou alors en Chine, hein, ils font des trucs dingues en Chine. Bon, toutes les chambres sont occupées. Toutes? Non, car une chambre résiste encore et toujours aux envahisseurs en short et en sandales. Si un nouveau vacancier se présente, plutôt que de l'envoyer à l'infini voir s'il existe une chambre libre, alors qu'on sait que non, puisqu'elles sont toutes occupées, et au risque qu'ils n'y parviennent jamais parce que l'infini c'est super loin, hop, on exige que tous les occupants changent de chambre et aille dans la chambre suivant la leur. Donc par exemple, l'occupant de la chambre 69 va à la chambre 70 et on case le nouveau vacancier dans la chambre 1. Et lorsqu'un très grand bus avec une infinité de clients débarque, alors allez-vous me dire car vous êtes facétieux? Eh bien le mec qui n'avait rien de mieux à penser, y a pensé aussi. Il suffit de déplacer chaque occupant dans la chambre qui porte un numéro double de la sienne. L'occupant de la 16 va à la 32, celui de la 109 va à la 218 et
ainsi de suite, permettant de libérer toutes les chambres impaires. Et comme il existe une infinité de nombres impairs, l'affaire est dans le sac, même si je ne voudrais pas être l'occupant de la chambre 87 563. Bon, ce paradoxe, pour être tout à fait exact, n'en est pas vraiment un, c'est la démonstration qui est contre-intuitive et donc paradoxale. Mais quand même, c'est épatant. Passons maintenant au paradoxe de Russell, découvert par le philosophe et logicien Bertrand Russell, qu'on dirait plutôt un chanteur ou un responsable communiste français. Voici l'énoncé du paradoxe. Un type, qui encore une fois n'a que ça à faire, décide de créer un catalogue qui répertorie tous les catalogues qui ne se répertorient pas eux-mêmes. Notons qu'il y en a qui font des tours Eiffel en allumettes ou des chaînes d'astronomie, donc pas de jugement s'il vous plaît. N'empêche, ce catalogue doit-il se répertorier lui-même? Et si oui, il ne devrait pas? Mais s'il ne se répertorie pas, il devrait? Aux dernières nouvelles, Monk serait parti se suicider. Pour tout dire, Russell a énoncé les choses tout autrement. Il parlait essentiellement des ensembles qui contiendraient tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Mais de toute façon, on comprend rien, passons à autre chose. Je suis moi-même si fatigué. Car la littérature regorge également de paradoxes qui ajoutent si pas de la clarté, au moins de la profondeur et de la complexité au récit. Et puis le paradoxe mathématique, merci bien, j'en ai soupé moi, pas vous? Bon bah alors. Le paradoxe est souvent utilisé dans les œuvres littéraires, et c'est normal. Le paradoxe illustre très bien comment va la vie. Et l'amour, la lutte pour vivre, l'amitié, l'enquête policière même, sont très souvent empreintes de paradoxes. C'est là tout le piment du récit. Dans Don Quichotte par exemple, qui est un roman qui a 4 siècles au compteur, Michel de Cervantes dessine un personnage qui vit dans un monde imaginaire de chevalerie, combattant des moulins à vent qu'il prend pour des géants. Le con. Le paradoxe ici est que Don Quichotte est conscient de son monde fictif tout en agissant comme si c'était la réalité. Il n'est pourtant pas fou, mais sa passion de la chevalerie lui fait idéaliser son monde et sa propre personne. Et dans 6 personnages en quête d'auteur, dont le titre est aussi le pitch hélas, Luigi Pirandello met royalement en scène 6 personnages abandonnés par leur auteur qui cherchent désespérément un dramaturge pour terminer leur histoire, sans quoi ils n'existeront pas vraiment. Le paradoxe réside évidemment dans le fait que ces personnages fictifs agissent de manière autonome et semblent bien réels. La pièce a été écrite en 1921, elle a donc plus de 100 ans, mais elle est d'une modernité et d'un absurde que je vous dis pas. Personnellement, j'ai toujours beaucoup apprécié les mises en abîme, et ça, c'en est une belle. Ah, au fait, tous les liens pour vous offrir les chefs-d'œuvre dont je vous parle sont en description. C'est bien le moins que je puisse faire. Et le livre suivant en est un également de chef-d'œuvre. Normal, il a été écrit par René Barjavel, mon écrivain préféré quand j'avais 15 ans. Et, anecdote assez méconnue, René Barjavel est aussi le dialoguiste et scénariste de la saga des... Don Camillo, comme je vous le dis. Mais je ne vais pas vous parler de Don Camillo, qui recelait pourtant un fameux paradoxe. Un curé et un militant communiste avaient de l'amitié l'un pour l'autre, et parvenaient à se parler parfois. Mais l'œuvre tout entière de Barjavel est un chef-d'œuvre, avec des scénarios qui n'ont rien à envier aux blockbusters américains. Souvent, c'est de la science-fiction teintée de romantisme, et franchement, si vos ados ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont fini Netflix 2 fois et qu'ils se sont déjà masturbés ce matin, offrez-leur du Barjavel, ça pourrait les passionner. Allez, soit. Le voyageur imprudent de René Barjavel explore les implications du voyage dans le temps, et ce, 41 ans avant Retour vers le futur. Mais comme dans le film bien connu des Millennials, le héros du bouquin découvre que le fait de voyager dans le passé peut entraîner des événements qui rendent impossible le présent tel qu'on l'a toujours connu. Je ne vous cache pas que le héros, Noël Essaillon, remonte à une époque où il commet une grosse bourre sur son propre grand-père, créant ainsi un paradoxe que je ne vous raconte pas. D'ailleurs, la fin est complètement terrible et fascinante. À lire absolument. Et puis, il y a le portrait de Dorian Gray. Tout homme et toute femme honnête devrait avoir lu ce livre. Surtout à notre époque où la valeur primordiale de tout individu, eh bien c'est l'individu justement. Oscar Wilde y explore le narcissisme débridé par le paradoxe de la perception et de la réalité. Mais aussi de l'âge apparent et de celui qu'on pense avoir à l'intérieur. La fois dernière, par exemple, j'ai dragué de la trentenaire avec une sincérité que je vous dis pas non plus. Il n'y a que lorsqu'elle m'a dit avec toute la féminité qui sied à une créature divine. Non mais ça va aller, non, gros dégueulasse, va, vieux type, espèce de boomer, que je me suis souvenu que j'étais vieux. Pas dedans, hein, juste aux yeux des jeunes. Un peu comme quand on est d'extrême droite, dès qu'on a une pensée, une seule légèrement plus à droite que celle d'une gauchiasse intolérante. Et là, ce n'est plus un paradoxe, au contraire, c'est un pléonasme. Mais Dorian Gray reste éternellement jeune et beau, tandis que son portrait, caché à l'abri des regards, vieillit et devient hideux à sa place.
face. C'est un paradoxe qui met en lumière la dissonance entre l'apparence physique et la dégradation morale. Il faut que je me fasse à l'idée, si je suis beau comme tout, je suis un vieux con. Voilà. Lorsque le paradoxe se contente d'enrichir la littérature, les mathématiques et la philosophie, il apporte toujours quelque chose, si pas au cerveau des décérébrés, au moins à la réflexion des réfléchis. Mais les contradictions de l'actualité et les absurdités de notre époque semblent également proliférer à un rythme alarmant. Le paradoxe existe jusque dans l'actualité, mais aussi dans l'histoire et dans la technologie. Tenez, Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis et auteur principal de la Déclaration d'indépendance, il est célèbre pour avoir écrit une connerie du genre « Tous les hommes sont créés égaux » et il ajoute qu'ils sont dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté, la recherche du bonheur. J'ai un copain qui est juge en Iran, il leur en foutrait, moi. Cependant, Jefferson lui-même, propriétaire de plantations dantesques en Virginie, était aussi propriétaire d'esclaves. Comme je vous le dis, paradoxe particulièrement frappant, et si possible à l'aide d'un fouet. Ce paradoxe historique illustre comment les idéaux élevés peuvent coexister avec des pratiques profondément injustes. Et la méthode est simple, ne plus considérer qu'un individu ou tout un groupe d'individus est humain. À partir de là, on peut tout lui faire, même au nom d'une pensée humaniste. Et ce n'est pas un petit caporal devenu dictateur qui me contredira. Ces deux exemples, Jefferson et Hitler, sont donc des paradoxes discursifs, mais certainement pas de la nature humaine, qui est capable de tout, puisque la fin justifie les moyens. Et la technologie aussi peut être paradoxale, du moins dans ses conséquences. Je ne vais d'ailleurs rien vous apprendre, mais en général, tout ce qui est censé nous faire gagner du temps ne fait qu'ajouter des tâches qui prennent la place de ce qu'on ne doit plus faire. Les smartphones, par exemple, ils promettaient de nous interconnecter, de nous rendre plus productifs et de faciliter notre quotidien, mais ils nous ont rendus dépendants, on réduit nos interactions au contraire et nous mettent face à une surcharge d'informations. Un autre exemple célèbre de paradoxe technologique, c'est le paradoxe de Moravec. Alors avec qui, on ne sait pas. Toujours est-il que le chercheur en intelligence artificielle Hans Moravec, qui a surtout sévi dans les années 80, souligne que contrairement à ce qu'on pourrait attendre, les tâches que les humains trouvent difficiles sont souvent faciles à automatiser par les machines, tandis que les tâches que les humains trouvent faciles sont extrêmement difficiles à automatiser. Et en effet, il y a longtemps que jouer aux échecs, effectuer des calculs mathématiques avancés, analyser des données massives ou créer des tableurs surpuissants sont des domaines où les machines excellent. Par contre, il lui en a fallu du temps à la technologie simplement pour reconnaître un visage, comprendre un langage naturel, pour marcher, tenir en équilibre ou manipuler des objets dans un environnement non structuré. Et il lui reste énormément de chemin à faire pour simplement un jour se trouver dans un supermarché et dire à un autre robot qui se trouve là « Quel temps, n'est-ce pas ?» avec toute la sincérité que requiert la philosophie du quotidien des petites gens. Le paradoxe est clairement le compagnon inséparable de la pensée humaine. Il illumine tellement les contradictions inhérentes à notre existence que celle-ci peut ressembler au choix à un feu d'artifice ou à un feu de nature. Ce qui est subtilement un énième paradoxe. Le paradoxe nous force à sortir des sentiers battus, pour qui veut bien le voir et l'accepter, à défier notre logique quand on en a et à embrasser l'irrationnel quand on n'a pas de femme sous la main. Le paradoxe révèle les failles de nos raisonnements. Il nous rappelle l'importance de l'humilité intellectuelle. Il nous engage à ne plus trop faire confiance à nos seules références pour juger de toute chose. En d'autres termes, ça nous ouvre l'esprit et ça nous fait bien rigoler quand ça arrive aux autres. D'ailleurs, les réponses simples sont souvent insuffisantes pour appréhender la complexité de la vie. La vérité est souvent nuancée, pour ne pas dire paradoxale. N'empêche que moi, je suis toujours là, devant mon café, à déplorer que les paradoxes sont partout. À bientôt.